bienvenue à cette toute première rencontre de la série des entretiens, des Mon Petits Entretiens au pluriel, ça... Mon petit entretien. Donc, pour l'année 2019. Alors, aujourd'hui, nous avons la grande joie, le grand honneur de recevoir M. François Ricard. Bonjour, M. Ricard. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fou, mais... Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, M. Ricard est professeur retraité de l'Université McGill, du département de langue et littérature de l'Université McGill. Donc, essayiste, il a fait paraître en 1985 notamment la littérature contre elle-même, puis tout récemment, cet automne, la littérature malgré tout. Monsieur Ricard est également l'auteur d'une très impressionnante biographie sur Gabriel Roy. Il est également spécialiste mondialement reconnu de l'œuvre de l'auteur d'origine tchèque Milan Kundera. Il est également éditeur. Et il faut ajouter à cela le fait que M. Ricard que l'œuvre, en fait, de M. Ricard a été récompensée par de nombreux prix, notamment le prix du gouverneur général et tout récemment le prix Athanase David, un des plus prestigieux prix au Canada. Un des 14 prix du Québec, en fait. Le prix Athanase David couronne l'œuvre et la carrière d'un écrivain. Alors, tout d'abord, M. Ricard, félicitations pour l'obtention de ce prix. Merci, merci. Mais c'est dû à l'âge. Vivez assez longtemps et vous aurez des prix. Comme toute première question, M. Ricard, j'aimerais bien vous demander ceci. Qu'est-ce que représente l'obtention de tel prix à vos yeux? Oh là là! Naturellement, je suis très content, en même temps un peu mal à l'aise parce que dans ma génération, il y a beaucoup d'écrivains, il y en a beaucoup d'autres qui le méritaient autant, sinon beaucoup plus que moi. J'ai été surpris. Je dois, je crois, cet honneur d'abord, c'est circonstanciel. Vous savez, les prix maintenant, les prix du Québec, à la différence de ce que c'était autrefois, les prix du Québec sont accordés sur dossier. Il faut qu'un dossier soit soumis. Alors que dans le temps, le jury, je l'ai fait autrefois, il y a très longtemps, le jury se réunissait et on disait « Ah, Hubert Aquin, Maston Miron, il faut donner un prix. » Il n'y avait pas de dossier. Maintenant, il faut des dossiers. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont préparé un dossier très convaincant. Bon, ce que ça représente, c'est sûr que, comment dire, c'est très important d'être reconnu dans son pays. Remarquez, je n'ai jamais été reconnu ailleurs, mais d'être reconnu dans son pays, c'est en principe la plus haute distinction en littérature, puisque ça vient du gouvernement, ça vient de l'État. C'est attribué par des pairs, c'est-à-dire pas des papas, là, des pairs, d'autres écrivains. Et c'est flatteur, mais en même temps, comme je vous ai dit, ça me met un peu mal à l'aise. Parce que la première question que je me suis posée après avoir été très content, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Il y en a plein d'autres qui ont fait, mais je pourrais en nommer, qui l'auraient mérité beaucoup plus que moi et qui sûrement vont l'avoir bientôt. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est très positif pour moi. Est-ce qu'en même temps, on peut interpréter l'obtention de ce prix comme une forme de consécration de l'essai au Québec? C'est ainsi que j'ai voulu le présenter, en tout cas. Dans mon petit discours lors de la cérémonie, pendant laquelle la ministre, d'ailleurs, m'avait remis le prix Athanase David, j'ai insisté d'abord et avant tout là-dessus. C'est-à-dire que c'est très rare que des essayistes aient obtenu ce prix. Il y a Vadeboncoeur qui l'a eu, puis je me souviens parce que j'étais dans le jury il y a très longtemps, en 1976, donc l'année de l'élection du PQ. Vadeboncoeur l'avait eu, Fernand Dumont l'a eu, et on pourrait considérer aussi peut-être Gilles Marcotte. Il y en a d'autres écrivains qui l'ont eu, qui ont fait des essais, mais de purs essayistes, de vrais essayistes. Il y en a vraiment très peu. Et j'étais très content de cette reconnaissance, non pas nécessairement de mon travail, mais de l'essai, comme art littéraire de plein droit, ou même, parce que généralement, c'est des poètes, des romanciers, quelques dramaturges qui ont reçu ce prix. Et là, on considère qu'un essai peut être une œuvre littéraire, peut avoir une valeur, un intérêt, une nature littéraire. C'est d'abord et avant tout comme ça que j'interprète ce prix, et ça me fait très plaisir, parce que l'essai est un genre incompris, est un genre un peu négligé,
Bon, là, il y avait, vous avez raison, une consécration, une certification en quelque sorte que l'essai appartient bel et bien à la littérature. Merci. Alors, pour faire suite à cette introduction, je vous propose de diviser, si vous le voulez bien, cet entretien en 3 parties. Mais avant de me faire disputer, je vais simplement mentionner qu'à la fin de l'entretien, il y aura un concours. Alors, 3 exemplaires de l'ouvrage récemment publié de M. Ricard, La littérature malgré tout, alors seront tirés, donc 3 exemplaires. Et, à la même personne? Donc... Et donc, ceux qui n'auront pas eu la chance de gagner un de ces exemplaires pourront se le procurer avec ce coupon rabais de 25 % et vous aurez 2 semaines pour le faire. Alors voilà pour la publicité. Donc, pour le premier volet de cet entretien, je vous propose de revenir un peu sur votre biographie, donc d'aborder des éléments de biographie pour ensuite entrer dans le vif du sujet, puis aborder 2 thèmes qui sont développés, particulièrement développés, oui, dans votre essai « La littérature malgré tout », alors le sort de la littérature et le sort des études littéraires. Et nous souhaiterions ensuite réserver peut-être une vingtaine de questions, pas de questions, mais de minutes pour la période de questions à la toute fin. Alors, donc, si cela vous convient. Parfait. Alors, Monsieur Ricard, vous êtes né en Mauricie, à Shawinigan, plus précisément. Pouvez-vous nous parler de votre parcours intellectuel? Oui, ben c'est un parcours d'études. En réalité, mon parcours mauricien, en tout cas, c'est un parcours d'études. Bon, oui, je suis né dans cette petite ville, qui à l'époque était une ville quand même très dynamique. Vous savez, c'était une des régions qui résistait à Duplessis. Hein. Trois-Rivières, c'était la métropole de Duplessis. Mais juste à côté, il y avait Shawinigan, qui était farouchement libérale. Et une ville de syndicats, une ville industrielle. Jean Chrétien y est né, si ma mémoire est bonne. Voilà, Jean Chrétien est né là, un peu avant moi. Donc, c'est une ville, sur le plan social, c'est une ville de gens très modestes, surtout des ouvriers, des employés. Mon père était employé de bureau. Mais c'est une petite ville dans laquelle il y avait une certaine prospérité à cause des industries, si bien que on a créé un collège classique. C'est un très jeune collège classique qui a été créé en 1947, l'année de ma naissance, et qui s'appelle Sainte-Marie. Mais à ne pas confondre avec le célèbre collège Sainte-Marie des Jésuites à Montréal. Ça s'appelait le séminaire Sainte-Marie, tout simplement parce qu'à Trois-Rivières, à côté, il y en avait un qui s'appelait séminaire Saint-Joseph. Il fallait pas faire de jaloux. Séminaire Sainte-Marie, et c'était un externat, à la différence des collèges classiques de l'époque. Et comme je vous l'ai dit, fréquenté non pas uniquement par des fils de médecins, d'avocats, il y en avait assez peu, mais vraiment par des ouvriers, des fils, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des garçons quand j'ai commencé. À la fin, il y avait des filles. Et c'était un collège extrêmement dynamique. C'est-à-dire, c'est un collège qui était dirigé et animé par des jeunes prêtres. On est au début des années 60. Je suis arrivé là en 59. Donc, c'est le début de la Révolution tranquille. C'est le début de la démocratisation de l'enseignement au Québec. Si j'étais né 15 ans, 20 ans plus tôt, c'est sûr que je serais jamais allé, j'aurais jamais fait mes études classiques. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter cet externat, ça coûtait pas très cher, et on avait des prêtres, comme prof, on avait des prêtres vraiment remarquables, des gens qui avaient fait des études. On avait au moins 3 ou 4 prêtres là, qui avaient fait des doctorats en Europe, et c'était un milieu extrêmement dynamique, extrêmement ouvert sur le plan intellectuel, et pas du tout l'image qu'on se fait des collèges classiques traditionnels, avec la discipline de fer, le conservatisme. Au contraire, il y avait là une ouverture absolument extraordinaire. Et j'en ai parlé un peu, sans le nommer, je me souviens d'avoir fait une sorte de chapitre là-dessus dans mon livre « La génération lyrique ». Nous, on avait, là, je ne veux pas faire de jaloux, là, mais on avait le sentiment, on était à la fois à la fin d'un monde, hein, c'était la fin de l'ancien système, c'était avant toutes les réformes de l'enseignement qui vont arriver au milieu des années 60. Donc, mais c'était un monde qui était essoufflé. Mais c'est un monde dont on a, recueilli les bénéfices.
il y avait quand même des choses qui n'étaient pas trop mal dans cet ancien monde, le sens de l'histoire, l'importance accordée à la littérature. On faisait du latin, on faisait du grec, toutes des choses qui paraissent complètement surréalistes aujourd'hui. Mais on a reçu cet héritage, mais en même temps, il y avait le nouveau qui s'ouvrait à nous. Donc, moi, je trouve les plus grandes périodes de l'histoire, c'est les périodes de transition. Bon, moi, je l'ai vécu à ma manière, de façon très concrète, dans l'éducation que j'ai reçue. Et c'est une éducation... Alors, quand vous parlez de mon parcours intellectuel, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je sais que pour mon attachement, mon goût de l'art, de la littérature, c'est là que je l'ai pris. On avait des professeurs qui étaient des modèles à cet égard et qui ne nous disaient pas « il faut à tout prix devenir un prêtre » ou « il faut à tout prix devenir un médecin », comme je l'écris quelque part. Puis j'étais un bon élève. Bon, tous les bons élèves n'étaient pas condamnés à l'époque à devenir médecin ou avocat ou financier. On pouvait faire autre chose. Et bon, moi, j'ai choisi les lettres. Et donc, ces études-là, cette période-là, ça a duré 8 ans. C'était des années absolument extraordinaires. Je m'excuse, je suis un vieux monsieur, je peux parler de ma jeunesse en de tels termes. Et ensuite, grâce à un de ces prêtres qui nous enseignait, ensuite, j'ai pu faire une sorte de combine. À l'époque, on faisait le cours classique, on sortait de là, on avait 20 ans, 18-20 ans. Et là, il fallait aller à l'université faire une licence, 3 ans. Ensuite, on faisait un DES, un autre 2 ans. Ensuite, c'était un parcours interminable, si bien que peu de gens se rendaient. Mais là, nous, notre professeur avait trouvé, notre préfet des études avait trouvé une combine à l'Université McGill. On acceptait les étudiants détenteurs d'un BA classique, c'est ce qu'on recevait en sortant du cours classique, un BA. Ils les recevaient comme si ça avait été un bac d'aujourd'hui, comme si c'était un BA. Donc, on entrait directement à la maîtrise. Et c'est ainsi que je suis arrivé à McGill. Je ne peux pas dire que comme étudiant, j'ai été follement heureux à McGill. J'ai fait 1 an de scolarité de maîtrise, mais j'ai découvert une chose pendant cette année, et c'est une chose à laquelle je suis resté très attaché, c'est la stylistique, c'est-à-dire c'est l'étude du style littéraire. On avait un excellent professeur, ils seront toujours marqués. D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise porte sur Félix-Antoine Savard, et c'est une analyse stylistique de Menot, maître draveur, tout simplement. Et ensuite... Mais là, vous voyez, c'est les circonstances. J'ai été comme porté par les circonstances. Là, on arrive donc au milieu, je sors de McGill en 67, 8, par là. Et là, c'est la grande époque franco-québécoise, la grande époque des échanges franco. Le général de Gaulle est venu en 67, il a découvert le Québec, il l'a fait découvrir à la France. Et donc, le général, de retour chez lui, a décidé de créer des bourses pour les Québécois, des bourses d'études, en traitant les Québécois exactement comme les ressortissants des anciennes colonies françaises. C'est-à-dire, on avait des bourses, je me souviens, 1500 francs par mois. Ça représente 300 $. Mais à l'époque, replaçons-nous en 67, c'était une belle bourse. Et là, j'ai pu donc aller avec beaucoup d'autres Québécois. Il y avait des avions de Québécois qui partaient étudier. Aujourd'hui, c'est des avions de Français qui arrivent ici, mais à l'époque, c'était des avions de Québécois. Et donc, je me suis retrouvé, j'ai fait 3 ans là-bas, 3 ans en France, pour faire mes études de doctorat. Bon, j'ai vu mon directeur de thèse 1 fois et demie, à peu près, pendant les 3 ans, mais j'ai fait mon doctorat sur Romain Rolland, mais quand même sur le roman. Sur Jean-Christophe, sur le roman de Romain Rolland. Voilà, c'est à ça que se résume à peu près ce que vous désignez comme mon parcours. La Mauricie, qu'est-ce que la Mauricie a joué? La Mauricie a joué un rôle, pour les raisons que je vous ai dites au début, à cause du climat d'effervescence, mais c'est sûr que le contexte général de la Révolution tranquille et des mouvements jeunesse dans le monde, c'est sûr que tout ça, on a été comme portés. Vous n'avez pas idée, aujourd'hui, moi, ça me met mal de le dire. J'ai écrit un livre pour le rappeler aux gens de mon âge, aux gens de ma génération. On n'a pas idée aujourd'hui combien ça a été facile pour les gens de ma génération. Pas tout le monde, je le sais très bien, il y a des différences de classe sociale. Pour les femmes, c'était pas exactement la même chose que pour les hommes. Mais le monde était ouvert devant nous. On nous offrait tout parce qu'on comptait sur nous, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'on ait rendu ce qu'on attendait de nous, mais on comptait sur nous et on nous offrait toutes sortes de facilités que je ne comprends pas que tout ça soit, selon moi, tout ça ait changé à ce point qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les jeunes là, de faire leur place.
dans la littérature, malgré tout, vous racontez tout de même que si le Collège Sainte-Marie a contribué à votre éveil, le séminaire Sainte-Marie, oui, a contribué à votre éveil littéraire, tout de même, certains ont éprouvé une déception lorsque vous avez terminé vos études et que vous avez annoncé que... Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que je n'allais pas en médecine. Voilà. Je n'ai pas annoncé, on avait une cérémonie à la fin qui s'appelait la prise de ruban. Hein, les finissants, c'était une grande cérémonie. On était tous chics, on avait nos blondes avec nous, nos parents. Et là, il fallait qu'on annonce publiquement notre choix de carrière. On était une trentaine d'élèves. Il fallait annoncer son choix de carrière. Et je me souviens, quand j'ai dit lettres, alors que, comme je vous ai dit, j'étais un très bon élève, il y a eu un murmure de déception dans la salle. On attendait mieux de moi. Mais surtout, comme ce que je raconte dans la littérature, malgré tout, c'est que, je ne le raconte pas longuement, ce n'est pas un ouvrage autobiographique, je raconte que mon préfet des études, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que j'aimais beaucoup, qui était un homme de grande culture, et un éducateur vraiment de première force, m'a dit après, il m'a pris à part, il m'a dit, je ne suis pas sûr que tu vas aimer la littérature, que tu vas être satisfait, que ton esprit... Parce que, bon, j'ai une certaine rigueur, une certaine méthode, j'étais bon en sciences, j'étais bon en philo, j'étais bon... Je suis pas sûr que tu vas être satisfait par les lettres. Les lettres, c'est flou. Les lettres, il n'y a pas de méthode. J'avais 18 ans ou 19 ans, j'ai dit, oui, d'accord, mais je vais quand même essayer. Et naturellement, je n'ai jamais regretté mon choix. Pas une seule seconde de ma vie, j'ai regretté mon choix. Vous dites, donc, dans la littérature, dans Mœurs de province, vous racontez comment Gabriel Roy est entré dans votre vie. Alors, de prime abord, lorsqu'on considère que vous êtes spécialiste de l'œuvre de Gabriel Roy et de Kundera, on peut s'étonner, vu la différence qui les sépare. Comment est-ce que ces deux auteurs-là ont cohabité en vous pendant toutes ces années? Très bien. Très bien. Ils n'ont pas divorcé encore, ils ne se sont pas trop querellés. Mais c'est vrai que c'est deux mondes, pas au contraire, pas contradictoires, mais deux mondes très différents. Le côté un peu satanique de Kundera, le côté ironique, un côté parfois peut-être même un peu cynique de Kundera d'un côté. De l'autre, la tendresse de Gabriel Roy, le côté maternel, le côté féminin au meilleur sens du terme de l'œuvre de Gabriel Roy. Bon, ma première découverte entre les deux, la première, ça a été Gabriel Roy. Et là, je vous rappelle très rapidement comment c'est arrivé. Je suis rentré d'Europe, donc avec mon doctorat en poche sur Romain-Rolland, donc un doctorat en littérature française du 20e siècle. Et on m'a offert un poste à McGill. J'aurais jamais voulu aller à McGill. C'est le dernier endroit où je voulais aller, mais c'est le seul qu'on m'offrait. Je l'ai pris. Mais je ne l'ai pas regretté plus tard. Donc, et là... On est je commence en 71 à McGill. Et là, il y a une demande de littérature québécoise. Hein, tout le monde veut de la littérature québécoise. Or, le département de français de McGill, à cette époque-là, il y a 1 ou 2 Québécois qui enseignent. Les autres, c'est des Français surtout, des Belges, etc. Alors, comme j'étais Québécois, quand j'avais fait ma petite maîtrise sur Savard, on m'a dit, vous allez enseigner la littérature québécoise. Alors, j'ai passé le premier été, j'ai dépensé plus que le salaire que je n'avais pas encore gagné à m'acheter des livres de littérature québécoise et aussi de théorie littéraire, on en reparlera. Et d'histoire du Québec. Et d'histoire du Québec un peu. Bref, j'ai passé un été complètement fou. Et là, je suis tombé sur l'œuvre de Gabriel Roy à travers toutes ses lectures. J'ai lu ce qui circulait à l'époque. Et j'avais lu Bonheur d'occasion étudiant, bien sûr, comme tous les étudiants de l'époque, et encore aujourd'hui, beaucoup, je crois. Et là, j'ai découvert l'autre facette de l'œuvre de Gabriel Roy, la rue des Chambeaux, Petite Poule d'eau, la route d'Altamont. Et Gabriel Roy vivait toujours à ce moment-là. Et j'étais à l'université. Vous savez qu'il y a une règle à l'université, une règle de base, publish or perish. Hein? Tu publies ou tu oublies ton poste. Donc, il fallait que je publie quelque chose. Et j'ai décidé de faire un petit livre sur Gabriel Roy que j'ai écrit pendant un été. Et ensuite, ça devait paraître dans une petite collection. Il me fallait des photos, des manuscrits, des inédits. Alors, j'ai écrit à Gabriel Roy, innocemment, comme ça. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, venez me voir, on va en parler. Elle était à Petite-Rivière-Saint-François. Alors, j'y suis allé. Et donc, il y a eu au départ, donc, première raison de mon attachement, c'est la découverte de son œuvre. Et pour moi, cette œuvre,
il n'y avait aucune différence, j'avais aucune concession à faire pour entrer dans l'œuvre de Gabriel Roy, moi qui avais vécu jusque-là dans la littérature française. On faisait très peu de littérature québécoise. Et c'était pour moi un écrivain évident, un écrivain et de première grandeur. Donc j'ai fait ce petit livre, je suis allé la voir. Donc, et à cet attachement esthétique, si l'on veut, s'est ajouté un attachement plus affectif, bientôt amical. On s'est bien entendu, donc je l'ai fréquenté pendant assez longtemps. Et je suis donc toujours resté attaché à son univers, même si ce n'est pas un univers qui, spontanément, me correspond. Mais j'avais une admiration sans borne pour la beauté de cet univers. Quant à Kundera, là, c'est autre chose. Kundera, lui, là aussi, la première découverte, c'est d'ordre esthétique. J'ai lu La plaisanterie vers 70, à peu près dans les mêmes années. Et là, ça a été pour moi un choc incroyable. Là, c'est comme si je me découvrais. C'est comme si je découvrais une sensibilité, une pensée qui était en moi sans que je le sache. Et là, je trouvais ça sur papier. Mais là, je n'ai pas écrit à l'auteur, je me retiens parfois. J'ai continué à le lire et j'étais, un peu plus tard, à la fin des années 70, à la revue Liberté. J'étais membre du comité de rédaction de la revue Liberté et on organisait des rencontres internationales d'écrivains et on a invité Kundera une année, 78 ou 19. Et il est venu et on a beaucoup parlé, on s'est très bien entendu. À la suite de quoi, à la revue Liberté, j'ai préparé un numéro sur Kundera avec un long entretien et moi j'ai fait un texte critique sur lui. Et là, il m'a écrit, il m'a dit « Personne n'a jamais rien écrit de tel. » Pourtant, moi, j'écrivais, là, je vais vous dire pourquoi, j'écrivais comme un provincial, comme quelqu'un qui était vaguement au courant de l'histoire de la Tchécoslovaquie. Moi, j'ai écrit mon texte, un texte littéraire sur ces romans, les romans qu'il y avait à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, là, qui avaient publié, purement littéraires. Et on était à l'époque des dissidents d'Europe de l'Est. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, là, mais Solzhenitsyn, c'est-à-dire les écrivains qui quittaient, c'est avant la chute du mur de Berlin, qui quittaient les pays communistes, qui venaient en Occident et qui écrivaient, on les prenait toujours pour des dissidents, c'est-à-dire des gens dont l'écriture consistait à dénoncer le régime communiste, à la plus grande satisfaction des régimes capitalistes, bien sûr. Et Kundera a été pris dans cette espèce de piège. Il était vu comme un dissident, on lui faisait signer des pétitions, on interprétait surtout ses livres, on les interprétait comme des dénonciations du régime. La plaisanterie, par exemple, on peut lire la plaisanterie comme une dénonciation d'un régime, mais moi, je n'étais pas très au courant, je vivais loin, et moi, je l'ai lu comme une exploration de la vie, de ce que c'est que la vie, cette idée de la plaisanterie, de la tromperie, de la perplexité, de l'incertitude. C'est ça qui rejoignait profondément ma sensibilité, et je l'ai écrit dans ce texte. Comme ça. Et là, comme je vous ai dit, là, il m'a dit, il n'y a personne encore qui a dit ça, et il a décidé de reprendre mon texte comme préface à une réédition de son roman « La vie est ailleurs ». Et par la suite, on est resté donc proche. J'étais pas aussi proche, c'était pas un ami aussi proche, ça va le devenir plus tard avec Gabriel Roy, mais on correspondait. Et à un moment donné, vers 85, 90 peut-être, là, il m'a demandé de faire les postfaces de tous ses romans dans la collection Folio. Pas d'un coup, mais au fur et à mesure des réimpressions. Et j'ai dit non, bien sûr. Dans un premier temps, j'ai dit non, d'accord, 1 ou 2, si vous voulez, mais pourquoi? Moi, je ferais... il y a plein d'autres critiques qui peuvent faire Mais il m'a dit non, j'y tiens, toutes les postfaces. Alors, j'ai fait toutes les postfaces pour la collection Folio, sauf une que je n'ai jamais réussi à faire encore, mais ça me chicote toujours. Il va falloir que je la fasse. C'est le livre du rire et de l'oubli. Mais tous les autres, j'ai tout fait, jusqu'à la fin. J'ai fait des postfaces. Et alors, par la suite, quand est venu le temps de préparer la Pléiade, Gallimard m'a demandé de préparer la Pléiade. Puis là, on est resté ensuite, on est resté vraiment très proches. Là, à chaque fois que je vais en France, lui, il ne voyage plus, mais à chaque fois que je vais en France, je vais le voir, naturellement. Et là, les postfaces, je vous l'annonce en primeur. En primeur, les postfaces vont être retirées des folios et rassemblés dans un volume à part. Alors, parce que vraiment, si jamais les romans de Kundera ont eu besoin de mes postfaces, et c'est loin d'être sûr,
Et ils en ont sûrement plus besoin aujourd'hui. Ça peut très bien sortir. On peut mentionner que cette admiration, elle est mutuelle, hein, parce que c'est Milan Kundera qui a signé la préface de l'ouvrage. On échangeait les préfaces. La littérature contre elle-même. Alors, c'est préfacé par Milan Kundera. C'est une très, très belle préface. Un bel hommage qu'il vous rend dans cette préface, M. Ricard. Dans un ouvrage paru en 1960, l'écrivain, critique et professeur Georges Steiner écrit ceci. Demandez à un homme s'il préfère Tolstoï ou Dostoïevski et vous connaîtrez le secret de son cœur. Alors, Monsieur Ricard, c'est un piège. Tolstoï ou Dostoïevski? C'est un piège. Tolstoï d'emblée. D'emblée, Tolstoï. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas Dostoïevski. J'ai lu presque tout Dostoïevski aussi, mais je me sens beaucoup plus chez moi dans l'œuvre de Tolstoï. À cause de son... Peut-être pour deux raisons. D'abord, je trouve souvent le lyrisme philosophique de Dostoïevski un peu dur, dur, je veux dire dur à suivre d'une part, et un peu, c'est une vision, je trouve, un peu brouillée du monde, par justement tout ce lyrisme, alors que chez Tolstoï, il y a une sorte d'humilité, un regard sur le monde qui est complètement dépouillé. Tolstoï nous présente le monde tel qu'il est. Je pense que Guerre et paix ou Anna Karénine sont parmi les plus grands romans jamais écrits, mais pas seulement. On parle surtout de ça à propos de Tolstoï, mais Tolstoï est un auteur de nouvelles ou de novellas absolument extraordinaire. Il n'y a pas de plus beau livre, à mon avis, sur la mort que La mort d'Ivan Ilitch. Hein, ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais je trouve, comment dire, je vais dire une bêtise, là, mais je trouve que Tolstoï est plus naturellement romancier que Dostoïevski. C'est-à-dire, est plus naturellement à l'affût, non pas des idées, mais des expériences existentielles, de ce que signifie le fait de mourir, justement, de grandir, d'aimer, de tromper, et sans qu'il y ait de philosophie. Bien sûr, Tolstoï a toute sa philosophie de l'histoire, dans Guerre et paix, par exemple, mais c'est à part. Dans son rapport avec ses personnages, avec les actions de ses romans, il est d'une humilité et il a un sens du concret absolument remarquable. Et d'ailleurs, ça m'amène à compléter ma réponse à la question précédente. Je parle trop, vous m'arrêtez, mais Kundera, Gabriel Roy. Hein? Bon, c'est vrai que ça semble un mélange un peu détonnant. Je ne crois pas que Gabriel Roy était une grande admiratrice de Kundera. Kundera ne connaît pas vraiment l'œuvre de Gabriel Roy. J'en ai fait lire quelques-uns, mais bon, c'est pas son monde non plus. Mais pour moi, ce qui les réunit fondamentalement, ce qui fait qu'ils sont pour moi frères et sœurs, c'est vraiment leur pratique du roman. Ce sont deux auteurs qui ont fait une confiance absolue au roman. On l'oublie souvent à propos de Gabriel Roy. On oublie à quel point c'est une artiste de la... Non seulement de la forme romanesque, c'est d'une richesse incroyable, l'œuvre de Gabriel Roy sur ce plan-là. Le grand roman social, le roman composite en petites histoires, le roman précédé de nouvelles. Elle a essayé toutes sortes de formes, d'une part, mais aussi elle a, comment dire, son propos esthétique, sa préoccupation première, comme romancière, ça n'a jamais été de défendre telle ou telle idée, défendre telle ou telle cause. Ça a toujours été de comprendre la vie humaine, comprendre ce que nous sommes, tout simplement. Et elle pensait constamment à cela. Et je crois que c'est la même chose chez Kundera, quoique chez Kundera de manière peut-être un peu plus programmatique, peut-être un peu plus théorique. Kundera est un théoricien en même temps, un penseur, plus que Gabriel Roy. Mais ils ont tous les deux cette espèce de foi absolue dans l'art du roman. Et pour moi, c'est fondamental. Et la plupart des auteurs je vous parlais de Tolstoï, et pour moi, Tolstoï a plus que Dostoïevski, fait plus que Dostoïevski cette confiance absolue dans le roman. Croyez-vous que Gabriel Roy est supérieur à Anne Hébert sur le plan de la pratique romanesque? Supérieur, non. Je n'irais pas jusqu'à dire ça. Non, Anne Hébert, c'est une très grande œuvre aussi. Différente, tout simplement, différente. Et la littérature est faite de différences. Et je suis sûr qu'on peut... c'est le royaume des différences, c'est le royaume de la diversité, la littérature. Et on peut accorder autant de crédit, autant de valeur à Anne Hébert qu'à Gabriel Roy. Là,
mon point de vue est un point de vue plus subjectif. C'est sûr que je suis chez moi, chez Gabriel Roy. Chez Anne Hébert, j'admire, bien sûr, je constate. C'est un nom qui n'apparaît pas dans votre œuvre essayistique. Pas tellement. D'abord, c'est une poète. Bon, je me sens pas tellement à l'aise sur le terrain de la poésie, d'une part. Et c'est un type de littérature dont j'admire les grandes qualités. L'écriture de Kamouraska, c'est assez remarquable, par exemple. Mais je trouve que... Non, mais là, je vais dire des bêtises, mais je trouve que Anne Hébert, peut-être, est un peu trop un écrivain du sérail. C'est un écrivain c'est un écrivain qui a été constamment entouré, protégé par toute une génération ou deux d'intellectuels, de penseurs québécois qui en ont fait un peu leur égérie, qui en ont fait un peu leur... un peu comme Saint-Denis. C'est malheureux, mais c'est un peu ce qui était arrivé à Saint-Denis-Garneau avant. Et non, c'est tout simplement, c'est moins mon monde, c'est tout, mais j'ai aucune réserve à l'égard d'Anne Hébert. Merci. Alors, abordons maintenant davantage de front la littérature malgré tout. Alors, une des idées importantes dans ce livre est la suivante. La littérature québécoise serait entrée dans une période de normalisation. C'est une des idées qu'a davantage retenu également les journalistes et ceux qui ont fait une recension de votre livre. C'est sûrement l'idée qui a fait couler le plus d'encre. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce à quoi renvoie cette idée de normalisation? Oui. D'abord, le texte, il y a un chapitre, ça s'appelle normalisation, je pense, le chapitre. Oui, je pense que oui. Oui. Mais c'est un texte, ça, qui remonte, oui, la normalisation d'une littérature, c'est un texte qui remonte à 1988 exactement. Donc, après, encore dans le climat un peu morose de l'échec du référendum, du premier référendum qui a été vraiment très, très fortement ressenti. Et à une époque où le milieu littéraire, où l'industrie littéraire se transformait profondément. Et au fond, c'est un texte qui a été écrit pour une revue suisse qui avait fait un numéro sur la littérature québécoise. Et tout simplement, je venais de lire à l'époque aussi Pierre Neveu, le premier livre d'essai de Pierre Neveu. Au fond, c'est un texte qui voulait dire tout simplement ceci. La littérature québécoise des années 60 surtout, mais encore des années 70, c'était très fortement singularisé. Hein, c'est une littérature qui avait affirmé une personnalité, une voix, une différence vraiment fondamentale dans le concert mettons, des littératures de langue française en tout cas. Et c'est d'ailleurs pas étonnant que je pense en bonne partie pour cette raison, il n'y a pas une autre époque où la littérature québécoise a eu une telle audience à l'extérieur de nos frontières. Pas seulement en France, beaucoup en France, mais dans d'autres pays aussi. Là, il y avait un phénomène littéraire qui se produisait, je ne sais pas moi, un peu comme la comparaison était boiteuse, bien sûr, mais je ne sais pas moi, le roman policier en Islande. Là, tout le monde aujourd'hui dit l'Islande, c'est la Scandinavie. Bon, la littérature québécoise, il y avait quelque chose de particulier. Et je prenais acte dans ce texte sur la normalisation de la fin de cette période. Une fin qu'on avait appelée d'ailleurs. Hein, on parlait, dans les années 60, on parlait beaucoup de rattrapage. Il fallait faire du rattrapage dans tous les domaines, dans le domaine social, politique, économique, etc., et dans le domaine culturel aussi. Eh bien, je disais, le rattrapage, nous l'avons fait, le rattrapage. C'est-à-dire que la littérature québécoise a exploité, exploré, exprimé, autant qu'elle l'a pu, la différence québécoise, la québécitude, comme on disait à l'époque. Eh bien, maintenant, c'est terminé. Maintenant, la littérature, nos écrivains, nos éditeurs, les lecteurs, les journalistes, le milieu littéraire sont de moins en moins sensibles à cette différence. Et ça n'est plus... Bon, les thèmes aujourd'hui sont les mêmes que partout dans le monde. Les formes, les codes sont les mêmes que partout dans le monde. Et je voulais rien dire de plus que la fin de cette différence québécoise. Idée... Comme je vous disais il y a un instant, idée qu'on voyait déjà chez Pierre Neveu. Pierre Neveu, ça a été le premier à dire « c'est fini la littérature québécoise ». Je ne dis pas ça, moi, que c'est fini tout à fait, mais il n'y avait plus cette originalité particulière des œuvres publiées au Québec et qui formaient une sorte de corpus distinct, de grande qualité et qui
faisait entendre une voix, un discours, une vision du monde qui était propre, qui était unique, en quelque sorte. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, sans plus. Et je pense que c'est difficilement contestable. Il y a eu une sorte de régularisation, de standardisation, si bien qu'aujourd'hui, un écrivain, mettons, un écrivain québécois, un jeune écrivain québécois, aujourd'hui, je pense, je ne suis pas un jeune écrivain québécois, mais je pense, ne fonctionne pas très différemment d'un jeune écrivain français, d'un jeune écrivain allemand, d'un jeune écrivain même peut-être américain même. C'est-à-dire, il a les mêmes ambitions à peu près, il a à sa disposition à peu près les mêmes instruments, il a les mêmes thèmes le fascinent. Nous sommes dans un monde mondialisé. Cette mondialisation, elle s'est effectuée aussi dans le champ général de la culture, mais aussi dans le champ très particulier de la littérature. Bon, ça, c'est une première étape. C'est pas une thèse, là. C'est pas une thèse, je le répète, ce sont des impressions. C'est un livre subjectif, c'est un livre personnel. Je veux pas en faire une thèse. Je suis pas prêt à faire une argumentation si longue à ce sujet. Mais il y a eu cette première étape. Et selon moi, il y a eu une deuxième étape. C'est-à-dire que cette première étape de l'effacement ou de la dissolution de la différence québécoise, différence idéologique et littéraire, c'était la première étape d'un effacement ou du moins d'une transformation profonde de la littérature tout court, pas seulement de la littérature québécoise. Hein, dans un premier temps, cette espèce de spécificité québécoise s'atténue et éventuellement, ça ne faisait qu'annoncer, sans qu'on le sache, ça ne faisait qu'annoncer une sorte de marginalisation de plus en plus marquée, ou peut-être pas marginalisation, mais normalisation aussi, je reprends le mot, normalisation, standardisation de la littérature dans son ensemble, de la littérature tout court. Bon, ça, on pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure, mais on le voit bien à toutes sortes d'indices, et pas seulement des indices. Là, je vous dis, c'est un livre de sentiments, c'est un livre d'impression. La littérature n'occupe plus, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, n'occupe plus la place, n'est plus conçue ni pratiquée de la même manière que c'était le cas, mettons, dans l'époque, appelons-la l'époque de la deuxième modernité, c'est-à-dire depuis la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e à peu près. Voilà. Alors, c'est un changement qui est inquiétant ou du moins désolant pour quelqu'un comme moi. Je vous dis, je suis comme Obélix, là c'est Obélix, je suis tombé dans la littérature étant jeune et je m'en suis jamais remis. Bien, pour quelqu'un comme moi, c'est désolant, bien sûr, ou en tout cas, je dois m'en rendre compte. Peut-être pour les plus jeunes, c'est autre chose, là. Et c'est tout ce que j'exprime en parlant de cette idée d'effacement, de recul, de marginalisation de la littérature. Une idée qui n'est pas très originale, bien sûr. Une idée qui est vieille et qui est encore aujourd'hui très répandue. Donc, dans ce contexte de normalisation, ou pour reprendre justement le mot de Pierre Neveu dans l'écologie du réel, donc de littérature post-nationale, est-ce qu'il est toujours pertinent de parler de littérature québécoise contemporaine? Oui, sauf que ça n'a plus le mot québécois comme étiquette, bien sûr. Il y a une industrie de littéraire québécoise, c'est très net, qui fonctionne plutôt moins bien là, depuis quelque temps, mais qui a fonctionné assez bien. Donc, il y a des livres publiés au Québec, qui d'ailleurs ne sont publiés qu'au Québec la plupart du temps. Et il y a un petit milieu qui n'est plus du tout ce qu'il était, mais il y a encore une critique québécoise, il y a encore un certain lectorat. Mais je ne sais pas, je serais curieux de faire une enquête, mettons, chez les plus jeunes lecteurs, pour savoir quelles sont leurs références. Est-ce qu'ils considèrent la littérature québécoise comme quelque chose de différent des autres littératures? Ou est-ce que le mot québécois ici ne renvoie pas uniquement à la nationalité de l'auteur et de l'éditeur, et qu'en réalité, leur référence, c'est pas seulement Miron, Aquin, Saint-Nigarneau, Néligan, et Savard, et Gabriel Roy, etc., mais tout autant, Gabriel Roy, parmi l'ensemble, ce qui n'est pas en soi mauvais, là, d'avoir cette saisie, cette ouverture à l'ensemble des littératures, mais la province québécoise, le territoire québécois, je trouve, à part sur le plan socio-économique, sur le plan industriel, j'emploie cette expression,
je ne suis pas sûr qu'on puisse encore, qu'il ne faille pas justement parler comme neveu de post-québécoise. Et que pensez-vous? Juste un mot à ajouter. Pour moi, ce n'est pas nécessairement condamnable. Ce n'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'on ne peut plus refuser d'en prendre acte. Que la littérature québécoise, mais la littérature dans son ensemble n'est plus ce qu'elle a été. Il faut quand même, il faut pas s'aveugler et faire comme si rien n'avait changé. Tout a changé. Vous me disiez vous-même tout à l'heure, vous avez un cours dans lequel il y a 12 inscrits. Non, mais c'est très bien. Bravo pour ces inscrits. Je m'incline devant ces inscrits. Mais c'est dans un cégep de 6 000 élèves. On ne peut pas ne pas noter le changement. Ce n'est pas le seul. Je ne dis pas que les 12 que vous avez ne sont pas infiniment meilleurs que les 200 que vous auriez eus il y a 20 ou 30 ans. En fait, vous venez de répondre à ma question en disant que c'était pas la fin du monde. Je voulais vous demander ce que vous pensiez, par exemple, des propos de Louis Cornelier, qui déplore le fait que, oui, notre littérature et notre culture sont en péril parce que, justement, on ne parle plus de l'expérience québécoise. Et il dit ceci, qui parlera de nous, sinon nous-mêmes? Alors, justement, est-ce que la littérature d'ici peut parler de l'ailleurs sans cesser d'être québécoise? Bien sûr, mais voyons, bien sûr, parler. Ça va de soi. Non, j'ai un vieux contentieux avec M. Cornelier, mais que je respecte. Mais il y a déjà eu de plus grands chroniqueurs de l'essai au devoir. De meilleurs. Mais moi, je ne crois pas que la littérature ait à parler de Québec ou ailleurs. On ne parle pas de la littérature, elle parle de nous tous. Elle parle je me répète toujours, j'emploie toujours cette même formule, mais pour moi, elle est très vraie. La mort, c'est quand même pas québécois. La mort ou l'amour ou la souffrance ou le plaisir. Il n'y a pas de manière québécoise d'aimer, par exemple? Je vous pose la question. Je vous renvoie la question. Je ne sais pas, peut-être, mais il y a peut-être des mots d'amour qu'on ne prononce qu'au Québec, mais... Godin pourrait nous en donner quelques-uns. Oui, probablement. On ne peut pas faire une littérature juste là-dessus. Mais moi, je pense que c'est une fausse question, que cette question que Cornelier soulève. L'important, ce n'est pas de faire lire aux étudiants nécessairement Nelligan, Saint-Nigrano, tant mieux s'ils les lisent, bravo, mais le but de l'enseignement littéraire a peut-être déjà été de fortifier le patriotisme et de fortifier le nationalisme. Mais aujourd'hui, je vois mal qu'on puisse faire cela. Le but de la littérature, c'est pas d'enseigner le Québec, c'est d'enseigner la littérature et ce vers quoi la littérature nous entraîne. Merci. Maintenant, on pourrait parler du sort de la littérature de façon plus générale, sortir du Québec et puis aborder donc la littérature, au sens large. Alors, dans votre essai, La littérature malgré tout, vous déplorez le fait que la littérature ait perdu sa souveraineté. Alors, par le terme de souveraineté, qu'entendez-vous? Oh là là! J'entends peut-être deux choses. D'un côté, souveraineté, on le sait, là, avec la politique. La souveraineté, c'est une forme d'autonomie, la littérature a son propre univers. C'est un univers en soi, qui a sa propre histoire. Et même, je dirais, à l'intérieur de la littérature, il y a l'art du roman, l'art de l'essai, l'art de la poésie. C'est chacun de ces je parle bien sûr de la littérature moderne. Chacun de ces secteurs a sa propre histoire, a ses propres règles. Je peux, moi, comme aficionado du roman, juger que telle œuvre ne vaut rien en vertu de mes critères qui, j'espère, sont ceux de ce petit milieu. Chacun est dans une espèce de bulle, en quelque sorte. Donc, la souveraineté, c'est l'autonomie. On ne peut plus aujourd'hui, un politicien ne peut plus dire, ou un idéologue quelconque ne peut plus dire aux écrivains, vous devez écrire telle chose. Les écrivains peuvent se le dire entre eux s'ils veulent, mais c'est une forme d'autonomie. Ça a été beaucoup étudié, bien sûr, cette autonomisation de la littérature, d'une part. Mais souveraineté, ça veut dire aussi prestige. Ça veut dire aussi, n'ayons pas peur des mots, une sorte de
peut-être pas supériorité, mais une sorte de grandeur. C'est des idées, c'est des mots qu'on n'emploie plus aujourd'hui, mais une sorte de grandeur, de prestige, de noblesse. C'est un objet de respect, mais aussi et surtout, et ça je pense, ça c'est fondamental pour moi, d'admiration. Un objet d'admiration. On est en présence, quand on est devant une œuvre littéraire, comme peut-être devant une œuvre d'art, on est devant quelque chose qui nous dépasse, d'une certaine façon, qui dépasse. Je ne veux pas faire appel nécessairement à la transcendance, là, mais il y a une sorte de quasi-transcendance. Il y a quelque chose... c'est un monde presque olympien, si l'on veut, dans une certaine mesure. Même si Rimbaud, par exemple, ou d'autres, Baudelaire, n'ont pas du tout l'air de Dieu, là. Au contraire, c'est des clochards, presque. Il y a cette souveraineté de l'art, de la littérature. Et bien sûr, ça, à mon avis, c'est à peu près terminé, ou en tout cas, c'est terminé au point de vue social. Hein. Ça n'est plus reconnu socialement. Je ne dis pas que c'est terminé dans la vie des individus, dans la vie de chacun d'entre nous. Je suis sûr, si vous êtes là aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez quand même cet intérêt. Mais comme phénomène social, moi j'ai connu une époque, là encore je parle en vieux monsieur, j'ai connu une époque où cette souveraineté faisait partie de la vie sociale. Hein, un écrivain, c'est pas uniquement la personne de l'écrivain, là, mais le travail artistique, la confiance faite dans la recherche artistique, c'était une valeur, c'était une donnée, en tout cas fondamentale de la vie sociale. Et pour moi, ces choses-là ont beaucoup, peut-être pas disparu complètement, sûrement pas, mais en tout cas, se sont beaucoup atténuées. Bon, il y en a toutes sortes d'indices autour de nous. Prenez seulement la presse, par exemple. Hein, la presse, les journaux, la place de la littérature dans les journaux, dans les médias. Dans les librairies, je pense à Renaud Bré, ben voilà, c'est un bel exemple de cette normalisation. Bon, maintenant, la littérature, en bonne partie, est considérée comme une des sous-catégories de ce qu'on appelle la culture. Moi, je le mets avec beaucoup de guillemets, qui elle-même est une catégorie du divertissement. Un livre, aujourd'hui, on traite un livre, on critique un livre, on aborde un livre comme on ferait d'une série à la télé, ou d'un bon vin, ou d'un film, ou d'un voyage. C'est du même ordre. C'est à peu près du même ordre. C'est traité du même ordre, en tout cas, par le discours social. Bon, moi, j'ai connu autre chose. Peut-être que c'était une illusion de ma part, mais j'ai connu un moment où la littérature aidait, comment dire, prétendait aider, en tout cas, une société à se former, à se connaître, et les individus aussi à se connaître. Et je ne dis pas que la littérature était un guide, mais la littérature était une sorte de conscience de cette société. Et je pense que chez beaucoup d'écrivains, c'était un peu une ambition profonde de porter à la conscience ce qui était diffus, ce qui était latent dans la société. Alors que, moi je le vois, je suis aussi éditeur, comme Madame l'a dit tout à l'heure. Je vois bien comment ça marche maintenant dans le monde de l'édition. C'est sûr que la qualité littéraire, moi je m'y accroche dans mon travail, qui est un petit travail d'éditeur. Je ne suis pas un patron de maison d'édition. Bon, je m'accroche à la qualité littéraire. Il faut qu'il y ait une qualité littéraire, mais... Il y a la loi du marché. Je me bats avec les commerciaux, ça c'est sûr. Avec les gens, ils n'ont pas tort, parce qu'à la limite, si on ne vend pas les livres, on ne pourra pas en publier, même des bons. Alors, mais c'est un dilemme constant. C'est beaucoup plus qu'avant, je dirais. Merci. En vous lisant, j'ai pensé à Sainte-Beuve, à qui je me suis beaucoup intéressée dans le cadre de mes études de troisième cycle. Sainte-Beuve, donc critique français, grand chroniqueur, notamment, qui a rédigé pendant plusieurs années une chronique à tous les lundis, puis ce fut ensuite les samedis. Donc, Sainte-Beuve, dès 1839, dénonce le fait que la littérature devient une organisation, et je cite, purement mercantile. Il décrit l'industrialisation de la littérature
Et quelques années après, en 1843, il dénonce la, et je cite, « stérile abondance » qui marque son époque. Or, Flaubert n'avait pas encore écrit Madame Bovary, ni Hugo les Misérables. Alors, si l'on Baudelaire, les Fleurs du Mal. Voilà. Alors, si l'on prête foi à votre propos, à celui de l'auteur des Lundis, et puis plusieurs après lui vont aussi décrier donc l'appauvrissement des lettres, je pense à Mauriac, par exemple. Alors, la question... Voilà, donc on peut se dire finalement que la littérature agonise depuis près de 180 ans, 200 ans. Oui. Alors, même avant. Même avant. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle va finir par finir? Donc, un peu plus sérieusement, est-ce qu'il faut craindre vraiment que la littérature ne disparaisse? Alors, vous me demandez à jouer au prophète, je n'oserais jamais faire ça. Je ne sais pas. Tout ce que je peux répondre à votre dernière question, la question, c'est que c'est sûr que, et là c'est très égoïste que je dis, la littérature que moi je connais, avec laquelle je m'identifie, qui me définit, elle n'est pas morte, mais pas forte, disons. Par contre, pour revenir sur Sainte-Beuve, mais vous oubliez de dire aussi que l'un des plus grands contempteurs de la littérature de son temps et de celle qu'il a posée, c'est Flaubert. Baudelaire détestait la littérature. Baudelaire se croyait à la fin de quelque chose. Flaubert, quand on lit sa correspondance, en tout cas, là, on voit bien que pour lui, ça c'est terminé. C'est l'art, il est le seul à cultiver l'art, lui et quelques autres. Autrement dit, je pense que c'est un topos, comme on dit, c'est un lieu commun de la littérature que d'annoncer sa propre disparition. C'est un grand thème littéraire que la disparition de la littérature. On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité. Mais ça ne veut quand même pas dire que Sainte-Beuve, en écrivant ses causeries du lundi, que Sainte-Beuve ne croyait pas ce qu'il disait. Mais on ne peut jamais... L'erreur, c'est de prophétiser. Mais c'est vrai, il a raison. C'est vrai qu'à son époque, il y avait une forme Il parlait de la littérature industrielle. C'est vrai qu'il y avait une forme on l'appellerait aujourd'hui démocratisation, mais au regard d'un... Mais c'est le mot qu'il emploie aussi. Flaubert aussi, on dénonce la démocratisation, le fait qu'on accède à l'écriture trop facilement. Voilà, tout le monde écrit. Bien sûr, bien sûr. Il y a des... Pour lui, enfin, Sainte-Beuve avait été formé par la littérature classique, par une toute autre époque littéraire. Il s'est trompé, c'est certain. Baudelaire est venu, et de très grandes œuvres Flaubert et de très grandes œuvres sont venues par la suite, mais la littérature profondément transformée. Alors, bon, moi, je veux pas du tout, je n'annonce pas du tout la mort de la littérature. Dieu m'en garde. D'ailleurs, je dis la littérature malgré tout. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on vient de dire, je continue à être persuadé que la littérature répond à un besoin absolument essentiel de la conscience humaine, de la pensée humaine, même de l'affectivité humaine. C'est peut-être moins qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a certains de ces besoins qui, aujourd'hui, sont comblés par d'autres formes, par le cinéma, les Internets, les réseaux sociaux. Il y a d'autres formes par lesquelles peut-être on répond aux besoins auxquels la littérature répondait. Mais la littérature reste, ça j'en suis profondément persuadé, sinon je ne serais pas ici, là, reste absolument essentielle. Mais moi, je pense, fragile. Et d'ailleurs, vous le voyez même dans l'enseignement. On parlait tout à l'heure de Renaud Bré, mais on peut parler de l'enseignement. La place de la littérature dans l'enseignement, on ne peut pas ne pas constater à quel point elle s'est amenuisée, elle s'est marginalisée. Dieu merci, on a encore au cégep les cours de littérature obligatoire. Mais si ça peut vous rassurer, nous, on a fait passer au département de 12 à 15 le nombre d'œuvres obligatoires. Alors, non, ça, c'est très bien. Donc, ça continue et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Mais je ne veux pas passer pour un prophète de malheur. C'est un peu la même chose que quand j'ai fait ma génération lyrique. J'ai été accusé de toutes sortes de choses, de cracher sur ma génération, de dénoncer ma génération, alors que ce n'était pas du tout mon intention. Bien sûr, j'usais d'un peu d'ironie. C'est la même chose ici, ou dans quelques-uns de mes textes sur la littérature, sur la nouvelle littérature. Mais au contraire, tout ce que je veux, et à mon avis, tout ce qu'un écrivain peut demander, qu'un auteur peut demander, c'est que ses lecteurs peut-être se posent une question
s'ouvre les yeux, se pose la question que lui s'est posée. Sans plus. Moi, j'ai pas de message. Je vous disais tout à l'heure, j'ai pas de thèse. C'est pas un livre, c'est pas une étude, c'est pas une thèse. C'est ce que, selon moi, doit être la littérature, l'expression d'une conscience individuelle, à travers notre langue absolument magnifique, parce qu'on ne parle pas de la langue, là, mais c'est quelque chose, c'est absolument fondamental. La littérature, c'est l'usage esthétique de la langue. Sans la langue, on n'est plus rien. Or, la langue, là aussi, la langue. Justement, nous sommes à une époque qui va très rapidement. Est-ce qu'on publie trop vite? Y a-t-il encore de ces auteurs qui mettent 5-6 ans à peaufiner une œuvre, comme Flaubert le faisait, par exemple? Il faut qu'ils aient un autre métier, ou des rentes, comme Flaubert. Il faut qu'ils aient des rentes, mais... Ou sûrement, je le crois. D'ailleurs, j'en connais, donc, qui travaillent avec acharnement, qui travaillent très fort, et de manière... qui sont complètement dévoués à leur travail, au texte qu'ils préparent. Mais disons que le train normal, le train quotidien de la production littéraire, aujourd'hui, ça n'est plus à cela, là. Aujourd'hui, les écrivains publient beaucoup plus rapidement et ils sont encouragés en cela par les éditeurs. Parce que si vous publiez un premier livre et que vous avez un certain succès, votre éditeur va courir après vous, hein, pour la suite, et vous allez être porté à le faire pour maintenir votre exposure, votre nom, votre... Oui, c'était plus à la fin, mais... Croyez-vous qu'on publie trop aujourd'hui au Québec? Trop, c'est dur de... Trop, il faudrait qu'il y ait une mesure idéale. Ce serait quoi l'idéal? Puis là, on l'a dépassé. Ouais. Il n'y en a pas, mais on publie beaucoup, en tout cas. Ça, on publie énormément, mais c'est un phénomène international. C'est pas seulement au Québec. Je vous le dis, c'est une industrie. Une industrie, ça doit mettre des produits sur le marché. Et un produit remplace l'autre. Un livre, maintenant, en librairie, ça dure 3 semaines, 1 mois, à peu près. Il faut qu'il soit remplacé par un autre. Les libraires libèrent les étagères. Et allez, au suivant. Donc, il faut entretenir la machine. Est-ce qu'on fait trop d'émissions de télévision aujourd'hui? Est-ce qu'on fait trop de chansons? Est-ce qu'il y a trop d'humoristes au Québec, M. Ricard? Est-ce qu'il y a trop d'humoristes au Québec? Est-ce qu'il y a une forme de... Comment dire? C'est la machine qui fonctionne elle-même. Ben, vous me diriez, en ce qui me concerne personnellement, je dirais oui, beaucoup trop, parce que j'ai le temps de rien lire. Essayez de lire tout ce qui paraît, c'est absolument impossible, on ne peut plus. Mais bon, c'est la loi, c'est cette nouvelle loi de l'industrialisation, cette nouvelle loi du marché. On sort de nouveaux vins à toutes les semaines, on sort un nouveau disque, etc. Les livres, ça devient la même chose. Hein, ça, c'est en librairie, c'est resté, je sais pas, 3 semaines. J'ai eu la chance parce que c'est sorti très tôt au mois de septembre, il y en a moins d'autres. Alors, vous avez comme un petit répit d'une semaine de plus, peut-être, là, mais si ça avait sorti au mois d'octobre, 10 jours peut-être en librairie, non, c'est un rythme d'enfer. Et il y a toutes sortes de facteurs qui le favorisent, cette loi du marché dont je parlais, mais aussi le fait que nos éditeurs, au Québec en particulier, nos éditeurs sont subventionnés. Et ils sont subventionnés à la production. Alors, un éditeur qui ne publie pas, il ne peut pas avoir de subvention, ou qui publie peu. Mais un phénomène qui est assez encourageant, peut-être depuis quelque temps au Québec, depuis peut-être 5-10 ans, c'est quand même la multiplication des petites maisons d'édition. Bon, c'est un côté un peu... c'est comme les microbrasseries, si vous voulez. C'est un côté un peu douteux parfois, c'est-à-dire qu'on se dit que maintenant, n'importe qui, le premier venu, peut, avec son ordinateur, publier des livres à peu de frais et noyer le marché. Mais je pense, moi, je suis ça d'un peu, puis je me rends compte que c'est pas ça du tout qui se produit. Généralement, il y a des exceptions, mais généralement, ces petites maisons sont créées par des gens qui ont beaucoup de passion pour la littérature, qui ont des choses à défendre, et ça accroît cette diversité. Et ils peuvent publier des choses un peu moins commerciales, bien que certaines d'entre elles réussissent très bien aussi sur le plan des ventes. Ça ne répond pas à votre question? Non, je n'ai pas répondu. Si, M. Ricard, donc, on est bel et bien dans cette ère de normalisation, s'il n'y a plus de hiérarchie également, donc, entre les genres, puis à l'intérieur d'un même genre, donc, entre les textes, est-ce que le terme de paralittérature est toujours pertinent?
Je ne connais pas vraiment. Je sais ce que c'est, la paralittérature. Comme on a pu dire que le roman historique relevait de la paralittérature ou même le roman les genres un peu moins valorisés, un peu moins... je ne sais pas si j'emploierais le mot paralittérature pour désigner. Ça s'appelle... Fais ça à quoi je pense. Là, ça s'appelle encore... La paralittérature, pour moi, ce serait, bien sûr, c'est des domaines spéciaux, là, le roman policier, ou la littérature jeunesse, par exemple, qui a pris une expansion considérable et qui n'a pas vraiment d'ambition littéraire. Oui, il y en a des auteurs, je suis injuste, là. Il y en a qui ont une ambition, mais le propos de la littérature jeunesse, c'est de s'adresser à un public, tel groupe d'âge, tel groupe d'âge, tel groupe d'âge. C'est un produit qu'on adresse à des groupes d'âge. Donc, en ce sens-là, pour moi, c'est un peu de la paralittérature. On recycle un peu des recettes, des modèles littéraires qu'on destine à des marchés très, très ciblés. Mais pour le reste, la littérature elle-même, la littérature elle-même peut-être devient paralittérature dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle devient un peu parallèle, un peu marginale, un peu secrète, clandestine peut-être à certains moments. Merci. Dans Réelle présence, un ouvrage de ce même critique écrivain Georges Steiner, donc Réelle présence, les arts du sens, un essai paru dans les années 90, Steiner s'en prend de façon assez virulente au milieu universitaire. Il se plaît à imaginer, dans la première partie qui a pour titre La cité de l'immédiat ou une cité de l'immédiat, il se plaît à imaginer un monde où la critique aurait complètement disparu, où il n'y aurait plus de métadiscours littéraires et seul prévaudrait ou aurait droit de citer les œuvres elles-mêmes qui, de toute façon, selon Steiner, tiennent lieu de critique. Ainsi, Anna Karénine serait une critique de Madame Bovary. Par exemple. Et Steiner dit ceci, les méthodologies et les techniques mêmes qui visent à nous restituer la présence de la source, de l'originel, entourent et étouffent cette présence par leur propre masse, devenue autonome. Et il conclut son réquisitoire par cette très belle phrase, « L'arbre se meurt sous le poids d'un lierre avide ». Alors, à force, finalement, d'entourer une œuvre de tout un appareil critique, on finit par étouffer cette œuvre et par éteindre sa signification profonde. Et dans votre ouvrage, La littérature malgré tout, vous semblez à certains moments prêt à endosser ce point de vue en suggérant que la critique nous éloigne de ce que l'œuvre dit véritablement. Vous consentez à la critique pourvu qu'elle se fasse, pour reprendre vos deux mots, polémique et chevaleresque. Alors, pourriez-vous expliquer à notre auditoire ce que vous entendez par ces deux termes? Oui, peut-être. C'est parce qu'ils étaient beaux. Oh, les adjectifs, très beau ça finissait bien la phrase. Non, mais d'abord, je veux surtout distinguer peut-être dans le mot critique des acceptions différentes. Aujourd'hui, on a tendance... D'ailleurs, il y a je n'ose pas l'appeler un critique, là, mais un professeur anglais, Terry Eagleton, vous connaissez Eagleton, quelques-uns en tout cas, qui lui refuse de parler de critique. Il parle maintenant de théorie. Et moi, je pense qu'il faut garder les deux. Il faut garder le mot critique pour désigner un certain nombre de discours sur la littérature, sur les œuvres, du mot de la théorie littéraire. C'est pas la même chose. On les confond, à mon avis, malheureusement. La critique, pour moi, est quelque chose d'absolument essentiel à la littérature. Je ne suis pas d'accord avec Steiner à cet égard. La critique, c'est-à-dire la réponse aux œuvres. Et comme Kundera, dans la préface qu'il avait faite pour mon livre, là, Kundera dit que le critique, c'est un découvreur de découvertes. C'est-à-dire que Kundera dit un romancier, c'est quelqu'un qui découvre un aspect inconnu ou jusque-là ou mal aperçu de la vie humaine. Bon, on peut donner comme exemple dans La vie est ailleurs. Tout à coup, à travers cette histoire de personnages, Kundera découvre le roman découvre le lien entre poésie et totalitarisme. Bon. Dans un autre de ses livres, Kundera, qui s'appelle « Risibles amours », le romancier, là encore, au lieu de reprendre les mythes romantiques de l'amour, découvre en quelque sorte l'aspect dérisoire, l'aspect comique de l'amour, des relations amoureuses. Alors, ce sont des découvertes existentielles. C'est ce que Kundera appelle des découvertes existentielles. Et il n'y a pas un roman, il n'y a pas un seul de ces romans
qu'il n'aurait laissé publier s'il ne contenait pas, à son avis, une telle découverte, ou peut-être découverte ou question nouvelle. On pose une question nouvelle, on défait, on déconstruit une idée qui est une idée reçue, une idée qui n'a pas été interrogée. Et, dit-il, le critique découvre la découverte, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est le critique, c'est le discours critique qui met en lumière, qui met en évidence cette découverte faite par... Mais c'est la critique comme... Comment dire? La critique, non pas critique d'accompagnement, j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est la critique de dialogue avec l'œuvre. C'est-à-dire, le critique se voit non pas comme supérieur au romancier, c'est pas une critique normative, là. Il se voit comme l'interlocuteur de l'œuvre, le vrai critique à mon avis, et il ramène l'œuvre, ou il essaye, en tout cas, par son discours, de ramener l'œuvre de déceler la véritable valeur de l'œuvre, la véritable, en la replaçant dans l'histoire de son, et en mettant en lumière cette découverte dont je parlais tout à l'heure. Donc, la critique est absolument essentielle. Je dis, à propos de la critique dans mon livre, et j'y crois, la critique, c'est l'accomplissement de la littérature, c'est l'aboutissement de la littérature. On ne peut pas écrire, j'y crois pas, ça, on ne peut pas écrire seulement pour soi-même. Il y a quelque part, il y a un lecteur, et l'incarnation de ce lecteur, c'est le critique. Mais le critique complice, le critique d'admiration, j'ai employé ce mot-là tout à l'heure, je l'emploie encore aujourd'hui. C'est pas la peine d'écrire, c'est pratiquement pas la peine, sauf pour peut-être parfois pour rendre service au public, mais c'est pas la peine d'écrire sur des livres qu'on déteste, sur des livres il faut qu'il y ait une sorte de connivence, une sorte d'amitié, l'amitié critique, et ça, c'est essentiel. D'autre part, il y a la théorie littéraire. Ça, c'est une autre patente. Comme je le laisse entendre, là aussi, j'ai pris mes payes de jeune prof à m'acheter des volumes de théorie critique, que je n'ai pas tous lus, je l'avoue, mais parce que j'avais un affreux complexe comme jeune prof. Moi, j'avais fait mes études donc dans une université de province en France avec un vieux professeur, un très vieux professeur, et je suivais son séminaire, puis c'était vraiment un très vieux séminaire. Mais bon, j'étais au courant à l'époque où, justement, la nouvelle critique devenait vraiment militante plus que jamais, s'emparait de tout, s'emparait de l'enseignement, s'emparait de l'université. C'est l'époque donc de mai 68. Bon. Et j'ai jamais vraiment adhéré à cette façon de voir. Et je trouve qu'avec les années, aujourd'hui, c'est pas terminé, mais ça diminue, comme la littérature diminue, tout ça tombe aussi. Il y a eu toute une époque donc où la critique exerçait une véritable terreur. La théorie exerçait une véritable terreur sur la littérature. Moi, j'ai connu comme prof, j'ai vécu ces années-là, un peu, des étudiants qui m'arrivaient, des étudiants brillants, intelligents, ferrés, qui connaissaient toute la linguistique, qui connaissaient toute la sémiologie, qui connaissaient toutes les théories littéraires, mais qui avaient lu 2-3 livres peut-être, et que ça n'intéressait pas. Pour eux, le travail critique, ils appelaient ça le travail critique, c'était la construction de théories nouvelles et l'application de théories existantes à des objets nouveaux. Autrement dit, ils avaient vis-à-vis la littérature. Et toute forme de rapport subjectif avec les œuvres était non seulement interdit, mais était suspect. Je me souviens qu'une fois, d'ailleurs, un de mes collègues, un prof, dans une soutenance de thèse, à cette même époque, d'une soutenance de thèse d'une étudiante qui avait fait une thèse sur Baudelaire, et il lui avait reproché d'avoir, comment il avait employé le mot, d'avoir valorisé son objet. Parce qu'elle disait quelque part dans sa thèse que c'était beau, Baudelaire, ou du moins qu'il y avait autre chose. Et il lui a reproché de valoriser. Autrement dit, le théoricien, le critique, ne doit pas valoriser son objet. Il est devant les œuvres, il doit être en principe devant les œuvres comme le biologiste devant ses cellules. Hein? On n'est pas en amour avec des cellules. On ne peut pas tomber, on ne peut pas se reconnaître, on ne peut pas se laisser transformer par une cellule. J'imagine, je ne suis pas biologiste, là, mais il y en a peut-être qui ont été... Mais on ne peut pas avoir ce type de rapport avec les œuvres littéraires. Et la théorie, donc, non seulement prétendait effacer toute
forme de rapport subjectif avec les œuvres et aborder la littérature avec une objectivité absolue, comme un objet scientifique, comme un objet d'étude. Il y a eu cette époque, là, on voulait une science de littérature, d'une part. Et d'autre part, ça s'accompagnait très souvent d'une sorte de mépris pour la littérature. C'est-à-dire que le théoricien se croit, adopte une position de plus intelligent que l'œuvre. Il est plus intelligent que l'œuvre. Il sait ce que l'auteur fait sans le savoir, ce que l'auteur fait sans le savoir, et il sait d'avance, en quelque sorte. Non seulement il ne valorise pas son objet, mais il le dévalorise, et je dis quelque part dans mes textes, il lui impose le silence. Il impose le silence aux œuvres. On prive les œuvres de toute forme de résonance subjective, idéologique, de toute possibilité, toute vibration, de toute possibilité de transformer quelque chose, de faire bouger quelque chose. On l'assèche. Voilà, on l'assèche et on en fait une sorte de petite pierre précieuse qu'on examine, mais sans plus. Et je ne dis pas que je suis un partisan du rapport passionné aux œuvres, hein, la grande méthode critique qui était celle d'une dame à la télévision, à la radio autrefois, une dame qui faisait une chronique et on résumait sa méthode critique comme ceci: j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je ne suis pas d'accord avec non plus. La critique a besoin de méthode, la critique a besoin d'instruments, le critique a besoin de connaissances en linguistique, en histoire, en sociologie, etc. Tout ça, c'est des instruments qui l'aident à aller plus loin dans l'œuvre, mais il va toujours y avoir, selon moi, il y a toujours un résidu qui échappe à toutes ces approches, si systématiques, si méthodiques soient-elles. Il va rester quelque chose à la fin dont ces méthodes n'arrivent pas à rendre compte, parce que c'est un objet dont on rend compte autrement, par d'autres facultés. Appelons ça le cœur, appelons ça l'esprit, l'expérience. Il y a autre chose qui se passe. Et ça, je trouve il y avait dans la préparation de notre rencontre, vous aviez posé une question sur l'enseignement. Ça, je pense que, en tout cas, moi, ça a été ma préoccupation de transmettre cette façon de voir à mes étudiants, c'est-à-dire, vous jouez autre chose. Là. Vous n'êtes pas ici dans un laboratoire. Là. Vous êtes devant des œuvres littéraires ou devant des œuvres d'art. Vous êtes devant de la parole humaine. Vous êtes devant des œuvres et des êtres qui ont vécu, qui ont été des humains. Ce sont nos frères, ce sont nos... Bon, sans en faire une religion. Il ne s'agit pas d'en faire une religion, mais il faut mettre autre chose en marche, il faut mettre autre chose en branle. Une œuvre littéraire, ça ne met pas en branle uniquement nos facultés analytiques, ça met en branle autre chose, et on ne peut pas l'ignorer. Et quand je dis la critique, je reviens, chevaleresque et polémique dans ce sens que je crois que un des rôles du vrai critique, c'est de sauver, de libérer les œuvres des différents carcans dans lesquels les théories et les idéologies les enferment, d'une part, et polémique, c'est-à-dire chevaleresque, parce que, bon, c'est venir au secours, je trouve, de la littérature. Merci. Dans La littérature en péril, Todorov rappelle d'ailleurs que l'analyse structurale, elle est, au fond, une réaction des intellectuels du bloc communiste, parce que je rappelle que Todorov est d'origine bulgare. Et Todorov rappelle que c'était une façon pour ceux qui s'adonnaient aux études littéraires d'éviter la condamnation, la censure. Alors, en pratiquant l'analyse structurale, en s'intéressant, par exemple, à la grammaire d'une œuvre, on n'était pas tenu, donc, d'endosser l'idéologie, on se mettait en marge de l'idéologie. Et puis, il rappelle donc que l'analyse structurale, qui est encore très à la mode, très pratiquée, cautionnée, a son historicité, finalement. Alors, je me demandais, en ce qui vous concerne, quelle place occupait l'approche, on pourrait dire, socio-historique, biographique dans votre enseignement? Socio-historique, biographique, non. Vraiment, là, je ne pense pas que la biographie explique grand-chose. Sauf peut-être pour Kerouac. D'une œuvre littéraire, peut-être un peu. Il y a quelques auteurs, on pourra en reparler, là. Mais l'approche socio-historique, oui, forcément. Puisque je donnais des cours d'introduction, j'ai donné beaucoup de cours d'introduction à la littérature québécoise. Alors là, je faisais une sorte de panorama. Et forcément, et je suis un grand amateur d'histoire, j'ai quand même
coécrit une histoire du Québec contemporain. Et pour moi, c'est une discipline absolument fondamentale que l'histoire. Et j'essayais d'en faire profiter autant que possible mes étudiants en situant les œuvres dans leur contexte. Parce que, écoutez, quand vous enseignez, faites un panorama de la littérature québécoise, ils ne vont pas tout lire. Ils vont en lire 4-5. Là, ceux-là, on les approfondissait. Là, on les travaillait. Mais en général, je resituais une sorte de paysage général de la littérature qui fait partie de la société, qui est pas... On parle d'autonomie, mais c'est pas une autonomie totale. Il y a un lien... C'est un phénomène social aussi, la littérature. Mais l'approche biographique... je ne me souviens pas d'avoir vraiment y avoir accordé beaucoup d'importance dans mon enseignement. Vous dites dans la littérature, malgré tout, que certains auteurs appellent l'approche biographique. Dans Mœurs de province également, vous dites que, bon, certains auteurs ne s'y prêtent pas, mais Kerouac en particulier s'y prête, pas s'y prête, mais l'appelle, presque l'oblige. Oui, Kerouac, Gabriel Roy. Il y a des écrivains comme ça, d'ailleurs. Bon. Peut-être certains l'auront lu. Je m'explique un peu là-dessus. Brièvement, à la fin de ma biographie de Gabriel Roy, je l'ai dit tout à l'heure, j'appartiens à une génération, la génération de la théorie littéraire, c'est-à-dire la génération pour laquelle l'auteur, c'est rien. On n'a pas besoin, même à la limite, de savoir qui est l'auteur d'un texte pour le comprendre, l'analyser, etc. Et je suis aussi un kundérien. Et Kundera a écrit des pages très dures contre la biographie, contre l'étude biographique des œuvres. Et Flaubert aussi. Voilà. Et donc, l'idée me viendrait... Par contre, alors il y a ça d'un côté. Par contre, il y a d'autres écrivains qui, selon moi, appellent la biographie. Et pour moi, c'était le cas de Gabriel Roy, c'est le cas de Kerouac, appellent une biographie dans la mesure où ces écrivains, ces artistes ont fait de leur... vie, de leur expérience, ont fait une matière artistique, justement. Ça a été pour eux une source première, non seulement d'inspiration, mais de travail esthétique. Leur propre vie, c'est éminemment le cas de Gabriel Roy, c'est, selon moi, aussi le cas de Kerouac, mais il y en a d'autres. Et je pense que là, faire une biographie, c'est répondre à leur œuvre. C'est vraiment répondre à l'appel que nous lance leur œuvre. Alors que d'autres écrivains, à mon avis, c'est une trahison ou presque, mais ça n'empêche pas des faits. Quelqu'un comme Valéry, par exemple, un auteur comme Valéry, qui pour moi était très, très important. On l'a fait, la biographie de Valéry, on l'a faite, pardon, mais c'est complètement, à mon avis, c'est complètement impertinent. Ça n'est pas pertinent à l'œuvre de Valéry, qui a, au contraire, qui a tué la marionnette. C'est l'expression qu'il emploie à propos de Monsieur Teste. Il a tué la marionnette. Flaubert, c'est un peu la même chose. Malarmé. Pourtant, il y en a eu. Malarmé. Proust, même. Proust était en principe tout à fait opposé à la biographie. Il s'en explique dans Contre Sainte-Beuve. Qui d'autre? Kafka. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu du travail sur Kafka. Mais là, je suis tout à fait, là encore, de l'opinion de Kundera. Maintenant, on s'intéresse tellement à Kafka qu'on ne s'intéresse plus à ses romans. Alors, on s'intéresse à sa correspondance, son journal, ses histoires d'amour ratées, ses aventures politiques ou autres, son père, ses problèmes personnels. On oublie ses romans, on oublie l'essentiel. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de biographie, ça se fait. Tous ces auteurs que j'ai nommés ont fait l'objet de biographie. Mais moi, je ne me sentirais pas du tout autorisé de quelque façon à le faire. Je pense un peu d'intérêt. Et là, vous voyez, je viens, justement, je viens de travailler comme éditeur à une biographie d'Anne Hébert. Il y a une biographie d'Anne Hébert qui se prépare, qui va apparaître, j'espère, d'ici un an. Et là, c'est un personnage tout différent de Gabriel Roy. Là, c'est une grande difficulté. La grande difficulté, c'est celle-là. C'est qu'Anne Hébert aussi. Anne Hébert n'a jamais, non, je ne dis pas exploité, mais en tout cas, n'a jamais accordé à sa propre existence une place artistique qui soit aussi importante que celle de Gabriel Roy. D'où la difficulté de la biographie. Mais qui sera une bonne biographie, malgré tout. Mais, on peut raconter toutes sortes de choses autour d'un personnage. Ça, c'est un peu comme Valéry, Anne Hébert, et ça me la rend très sympathique d'ailleurs. C'est un personnage qui s'est comme effacé derrière son œuvre, qui a, comme Flaubert, qui n'a pas voulu, qui n'a pas défrayé la chronique, qui est une personne secrète, presque absente. Et ça, c'est des figures d'artistes que j'aime beaucoup. Mais
c'est un gros travail pour la biographe. Merci. Monsieur Ricard, j'aimerais pouvoir vous poser encore de nombreuses questions. Par contre, le temps file et le moment serait venu de donner la parole à notre auditoire. Alors, ceux qui auraient des questions posées à Monsieur Ricard sont invités à se présenter au micro. Alors, est-ce qu'on aurait une première question? Je vais relire qu'est-ce que j'ai pris en note. Vous avez mentionné, là, reprenez-moi si j'ai mal compris qu'est-ce que vous avez dit, mais vous avez mentionné que l'intérêt pour la littérature diminuait énormément. Là, on le voit dans nos classes là, quand on est beaucoup moins nombreux, puis qu'on voit aussi la place que la littérature a dans la société en général, quand on parle de la littérature comme faisant partie de la culture puis du divertissement. Est-ce que vous croyez que, oui, les gens s'intéressent moins à lire ou à l'étude de la littérature, mais également comment les gens vont être menés à moins écrire, puis éventuellement, on va perdre un peu de... On publie énormément, on en a parlé, là, qu'il y a beaucoup d'éditions, il y a beaucoup de livres qui sortent à toutes les années, mais est-ce que vous croyez que cette qualité-là va se perdre? Est-ce qu'on va moins écrire parce que les gens lisent moins ou les gens ont moins d'intérêt ou donnent moins de place à la littérature à l'école ou un peu partout? Pour être logique, je devrais répondre oui, parce que c'est sûr que on écrit parce qu'on a lu, on écrit parce qu'on est très souvent, on écrit parce qu'on est dans un univers de livres, dans un univers où l'écriture a une certaine valeur. Mais moi, je fais confiance. Vous savez, pour moi, un écrivain, un artiste en général, mais parlons des écrivains, puisque c'est de la littérature qui est question ici, c'est une singularité très forte. Hein, ce qui définit un écrivain, pour moi, un grand artiste, c'est quelqu'un qui n'est responsable, à la limite, que de lui-même, ou d'elle-même. Là, je me permettrai d'employer ce langage non inclusif, mais c'est une force de la nature, un grand artiste, même s'il est tout faible comme Kafka, c'est une force de la nature, c'est une personnalité inaliénable, c'est-à-dire irréductible à quoi que ce soit d'autre. C'est pas un nationaliste, c'est pas un féministe, c'est pas un socialiste, c'est pas ça un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a quelque chose en lui, je pense. Quelque chose en... Du moins, c'est ces écrivains-là que j'aime, qui a quelque chose en lui qu'il sait tout à fait unique et qui se dit, je dois trouver le moyen de le dire, de le dire et à travers une œuvre aussi belle, aussi parfaite que possible. Et ça, je pense que ça a des chances de toujours exister. Enfin, je le souhaite. Il y a toujours dans une société des individus comme ça qui ont, on disait autrefois le feu sacré, mais en tout cas qui ne peuvent pas ne pas se distinguer. Parce que c'est une forme de distinction, qu'on le veuille ou non. Là. C'est une forme... en ce sens-là, la littérature, l'écriture est quelque chose d'antidémocratique. Là. On ne fait pas ça en gang, écrire un roman. C'est quelque chose de très individualiste et presque de... je dis pas, c'est pas autiste, là, mais je pense à un écrivain pour qui j'ai une immense admiration, quelqu'un comme Philippe Muret, par exemple, que tout le monde n'aime pas, mais que moi, j'aime beaucoup. J'ai lu là, les tomes de son journal qui ont été publiés jusqu'à maintenant. C'est une époque où il n'est pas encore lui-même, pas du tout, mais où il a quand même déjà, il sait qu'il a quelque chose d'unique à dire. Il faut qu'il le dise et il est prêt à tout. C'est-à-dire, je ne veux pas dire à tuer sa mère, quand même pas, mais il fait des lectures, il s'enferme chez lui, il fait des lectures incroyables, il écrit des pages et des pages et des pages, et même pour vivre, parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, il écrit des romans policiers comme Nègre. Hein, il a écrit, je pense, 300 romans policiers sous des noms d'emprunt qu'il vend. Il vend en attendant le moment où il va arriver à cette espèce d'identification parfaite à ce qu'il porte en lui-même. Et ça, je crois que ça ne peut pas disparaître. C'est impossible. À moins qu'on devienne tous des robots, c'est impossible, ça. Merci. Une autre question? Alexandro? Ma question porte sur la génération lyrique. Oui. Vous parlez d'une génération qui, vers les années
vers la moitié des années 70, vers les années 80, arrivent à ce que vous appelez l'âge du réel. Donc, ils prennent pleinement leur place dans la société québécoise. Est-ce que vous pensez que dans cette prise de place, finalement, dans ce règne où est-ce qu'ils conforment la société un peu à leurs valeurs et à leurs aspirations à eux, est-ce qu'il y a des dérives possibles qui s'en découlent? Est-ce qu'il y a des voies alternatives qui s'en retrouvent étouffées? Oui, c'est-à-dire, les voies, peut-être qu'il y a des voies alternatives, oui. Je suis, vous l'avez noté si vous avez lu mon livre, je suis assez critique à l'égard de ma génération, c'est certain. Et ce que reproche d'abord et avant tout à ma génération, c'est d'avoir un peu, comment dire, un peu brûlé la terre derrière elle, d'avoir un peu dévasté, sous prétexte de se révolter, d'avoir dévasté beaucoup de choses sans le remplacer. Alors, les voies alternatives, j'avoue que votre question m'embête, là. Je veux beaucoup y réfléchir, mais en tout cas, ces voies alternatives, oui, c'est sûr qu'elles sont apparues, mais elles ne sont pas le fait de la génération lyrique. Je ne crois pas, du moins, de ce que j'ai appelé la génération lyrique. C'est des voies qui ont été prises. Moi, je me rappelle, par exemple, les jeunes. Quand j'ai publié mon livre, il y a beaucoup de jeunes qui se réclamaient de mon livre pour justifier leurs revendications, leur insatisfaction à l'égard de ma génération. Mais j'étais très frappé à l'époque par, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, là, ça fait 10 ans que j'ai quitté le milieu, mais par la débrouillardise des jeunes, par les initiatives des plus jeunes. Mais là, je ne dis pas ça pour vous flatter les jeunes, là. Parce qu'avec très peu de moyens, on leur avait laissé assez peu de moyens, avec très peu de moyens, qui réussissaient à faire leur place, à faire Ils ont fait tomber le gouvernement en 2012. Oui, mais tomber pas très bas, là. Pas longtemps. Pas très longtemps. Pas longtemps. Pas très longtemps. Mais oui, forcément, mais il faut que j'y pense, il faut que j'y repense à La question d'Alexandrou, je crois que justement l'exemple d'Anne Hébert pourrait bien fonctionner, c'est-à-dire que pensons à la réception que lui ont faite les écrivains de l'époque. Hein, la voyant revenir de France, on l'accusait presque de traîtrise parce qu'elle n'était pas un auteur engagé. Puis ouais. les baby boomers écrivains défendaient vraiment cette idée que la littérature devait être engagée. Elle disait que son engagement était tout en poésie. Alors, elle était une voix alternative et qu'on a accusée, qu'on a condamnée. Peut-être que ça pourrait être un bel exemple. Peut-être. Non, il faudrait vraiment que je pense. Ça m'embête. C'est une belle question. Oui, c'est une très belle question. Il faudrait qu'à ce moment-là, que j'aille au-delà de la génération lyrique, c'est-à-dire que, d'ailleurs, souvent, mon éditeur le demande, il faut faire une suite à la génération lyrique, il faut faire une suite, mais là, ça fait déjà quand même 25 ans que ça a été publié. Il s'est passé des choses depuis, mais je ne ferai pas de suite. Ça ferait partie d'une suite. Peut-être qu'Alexandrou pourrait écrire. Mais j'ai été tellement, comment dire, concentré sur cette génération dont je parle dans mon livre, que peut-être j'ai mal vu en même temps tout le reste. Je me suis, dans un de mes recueils d'essais, comme ça, je pense que Mœurs de province, j'ai un texte d'à peu près 20 pages sur cette question, mais c'est encore les baby boomers, c'est encore ma génération, mais qu'est-ce qu'elle devient plus tard? Qu'est-ce qu'elle devient à la retraite? Qu'est-ce qu'elle devient? Donc, mais je parle pas vraiment de ce que vous appelez les voies alternatives, là, mais c'est certain qu'il y en a. Mais les gens de la génération lyrique, bon, j'ai fait mon petit livre, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une critique fondamentale de cette génération, une remise en cause de son héritage, si héritage il y a? Je ne suis pas sûr. Et ça a été fort, le travail de la génération lyrique. Par exemple, je ne sais pas si j'arrivais aujourd'hui puis je vous disais, il faut réhabiliter le passé. Hein, il faut réhabiliter la tradition. Il faut réhabiliter l'ordre au sein de la famille. Des choses, je passerais pour un fou. L'Union nationale, il faut réhabiliter l'Union nationale. Je passerais pour un fou. Donc, le travail de cette génération, mais c'est international, c'est pas seulement au Québec, a été c'est une grande victoire. C'est vraiment une grande victoire de réussir comme ça à faire table rase ou presque. Mais forcément, ça oblige à des reconstructions. Alors, les alternatives dont vous parlez, mais c'est ça, c'est à vous à l'écrire.
On aurait peut-être le temps pour une dernière question. Sylvie? Alors moi, d'abord, je voudrais vous remercier parce que dans la génération lyrique, vous avez quand même mentionné qu'à un moment donné, des gens peuvent avoir été, comme moi, classés objectivement comme faisant partie des baby boomers, sauf que je prendrais la phrase des romantiques, je suis malgré tout née trop tard. Ce qui fait que quand moi, je suis arrivée, toutes les portes étaient fermées et j'ai sans doute fait partie des premières générations de professeurs à statut précaire, bien sûr. Situation qui n'a fait qu'empirer depuis. Mais vous êtes tout à fait représentative. C'est-à-dire, moi, je vous rappelle, j'ai appelé ça la génération lyrique, et le sous-titre, c'est « Les premiers-nés du baby-boom Oui. ». Si vous êtes né plus tard, et sûrement vous êtes né plus tard, c'est terrible, être membre du baby-boom. Le pire, là, c'est les gens qui sont nés à la fin des années 50. Absolument. Là. Non, mais l'année où il y a eu le plus de bébés au Québec, c'est 1957. C'est pas 40. Moi, je parle des aînés qui ont profité de ce qui était... parfait. Alors, une question plus littéraire maintenant. Excusez. Que pensez de cette tendance à classer la littérature française en littérature étrangère? Et, sous question, considérant les lacunes en histoire des jeunes générations, comment se présenterait pour vous le cursus idéal en littérature sur le plan chronologique? Bon, vaste question. Mais la première, moi, je trouve ça aberrant de traiter la littérature française comme une littérature étrangère. C'est totalement aberrant. Je dis pas qu'il faut pas distinguer la québécoise de la française, là, mais la littérature française, c'est notre tradition littéraire. C'est Montaigne, Rabelais, Racine, c'est notre langue, c'est notre langue. C'est l'illustration par excellence des qualités esthétiques et des pouvoirs de notre langue. On ne peut absolument pas considérer ça à l'égal des autres littératures étrangères. J'aime bien les littératures étrangères, la littérature tchèque, italienne, d'accord, mais c'est pas le même rapport, là. C'est quand même pas la même chose. Pour moi, c'est un continuum. Moi, je me sens pas du tout un écrivain français. J'ai vécu en France, là, mais je ne suis pas du tout un écrivain français. Je me sens profondément un écrivain québécois, mais j'appartiens à la langue française, j'appartiens... La littérature québécoise, c'est une des variations de la littérature française, si on veut. Donc, là, je suis tout à fait opposé. La liste des œuvres, là, vous me demandez une liste des œuvres... Plutôt en lien avec les lacunes en histoire que les jeunes générations ont. Oui, mais c'est vous qui le savez mieux que moi, parce que, bon, moi, comme je vous dis, j'ai quitté l'enseignement depuis 10 ans. Je vois, il y avait une de vos questions que vous n'avez pas posée, finalement. Nous, on recevait à l'université, je recevais les étudiants qui sortaient des cégeps. Et on me demandait, est-ce qu'ils ont la formation qu'il faut, est-ce qu'il y a des lacunes? Pendant un temps, oui. C'est sûr que pendant les années 70, mettons, là, il y avait des trous sérieux. Il y avait même, non seulement des trous, mais une sorte de vaste trou. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas même à peine de conscience historique. Et c'est pourquoi on s'est senti obligé à cette époque, d'où le cours dont je vous parlais tout à l'heure, on s'est senti comme tenu de refaire ce qui n'avait pas été fait avant. C'est-à-dire, on faisait des panoramas, des surveys, comme on disait à McGill, littérature française moderne, littérature française ancienne, littérature... Mais ça a changé dans les années 80. Ça a changé pour deux raisons. Bon, probablement, les formations... moi, je me suis dit, je me rappelle, 80-90, je me suis dit, ça y est, la théorie perd des plumes dans les cégeps. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus que la théorie. On s'est remis à enseigner un peu l'histoire littéraire, un peu d'une part. Et d'autre part, parce que la littérature se marginalisant un peu, se normalisant, nos étudiants qui venaient en lettres étaient vraiment... très motivés, très passionnés, très cultivés, beaucoup plus que 15-20 ans plus tôt. Il y a eu un changement de paradigme, je ne sais pas quoi, là. Le type d'étudiants, beaucoup moins nombreux aussi, beaucoup moins nombreux, mais pour venir en lettres, là, pour aller en lettres à l'université aujourd'hui, là, il faut y croire, il faut y croire. Et bon, je le souhaite, mais à l'époque, c'était plus facile. Et là, donc, pour les étudiants qui venaient en lettres, c'était des étudiants très, très forts, et très éveillés, et très conscients de l'histoire littéraire, qui avaient lu beaucoup de choses par eux-mêmes ou dans leur enseignement au cégep. Moi, je trouve que c'est fondamental, l'histoire littéraire. On ne peut pas évaluer une œuvre littéraire
mesurer dans quelle mesure une œuvre littéraire ou artistique est neuve, est originale, est une vraie création. Il faut savoir un peu ce qu'il y avait jusque-là. Hein, c'est facile de... je pense que c'est Kundera qui donne cet exemple-là quelque part. Je pourrais, moi, écrire, pas moi, mais quelqu'un pourrait écrire, mettons, un concerto pour piano de Mozart, exactement comme Mozart le ferait. Aujourd'hui, si on n'a jamais lu Mozart, si on n'a jamais entendu Mozart, on trouve que c'est génial, c'est une révolution. Mais si on connaît l'histoire de la musique, on tempère un peu les choses et on recherche l'originalité, la nouveauté, là où elle est vraiment. Mais ça ne peut se faire que sur un arrière-fond. Bon, là encore, je vous donne un exemple. Mon collège où j'étais, nous, on faisait 6 ans d'histoire littéraire. 1 année sur le Moyen-Âge, 1 année sur la Renaissance, 1 année sur le classicisme, etc. Bon, c'est une autre époque, ça serait plus praticable aujourd'hui, bien sûr. On faisait, quand je dis 1 année, c'était 6 heures, 7 heures par semaine d'enseignement. Mais on lisait, ce qui ne veut pas dire qu'on lisait beaucoup plus que maintenant, là. On lisait les extraits dans la Gare de Michard, souvent. Mais on lisait quand même pas mal. On lisait quand même pas mal. Bon, je ne pense pas que ce serait complètement illusoire de revenir à cela, mais il me semble que au cégep, et pas seulement, vous me disiez, moi, je ne crois pas que la mission de l'enseignement, là, je parle vraiment comme un très, très vieux prophète, la mission de l'enseignement des lettres au cégep, je ne crois pas que ce soit de préparer les étudiants aux études littéraires universitaires. S'il y en a qui poursuivent, tant mieux. C'est tant mieux pour eux, et tant mieux pour les études littéraires universitaires. Mais c'est pas ça le premier but. On ne forme pas des gens qui vont devenir des spécialistes de la littérature. On forme, il me semble, on offre la littérature. C'est une chance qu'on a au Québec, que ça soit obligatoire. On offre la littérature, l'expérience littéraire à des jeunes à un moment crucial de leur formation. On leur apprend un peu quoi attendre de la littérature, ce que recèle comme trésor, comme enseignement la littérature, comme expérience humaine. C'est une expérience humaine. On leur apprend qu'il y a eu un passé, on leur apprend qu'il y a d'autres façons de vivre que les leurs. C'est ça, pour moi, d'abord et avant tout. C'est le rôle formateur de la littérature qui importe, beaucoup plus que les études au sens formel, théorique du terme. Merci beaucoup pour les questions, pour les belles réponses. Merci, M. Ricard, de votre générosité. C'est moi qui vous remercie.